On passe à la littérature avec ce livre fort, puissant à la hauteur de l'histoire qu'il a inspiré, l'affaire George Floyd. Merci Louis-Philippe d'Alembert d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous publiez Milwaukee Blues aux éditions Sabine Vespizer, un ouvrage qui est toujours en lice pour le Goncourt. Louis-Philippe d'Alembert, pourquoi ce livre? Pourquoi être parti de l'affaire George Floyd? Ça a été le point de départ, comme vous dites. Donc, comme on dit dans le jargon, l'élément déclencheur d'un roman que j'avais en tête depuis des années. Une indignation, donc? Oui, qui a été l'émotion, comme d'habitude. Pour moi, du moins c'est comme ça que je conçois la littérature, l'émotion qui va être à l'origine d'un texte, mais c'est souvent... Mais qui était déjà en gestation, c'est ça que vous dites? Voilà, ça veut dire que je n'écris en fait très peu. J'écris très peu sur l'actualité. L'actualité m'alimente, sert de point de départ, et j'avais en tête ce roman sur les États-Unis depuis très longtemps, une espèce de grande fresque où je traverse les États-Unis à travers un peu ses forces et ses faiblesses, j'ai envie de dire. Et ce qui fait de ce pays un pays fascinant, mais en même temps avec des éléments qui nous dérangent énormément. C'est un pays que dans le monde, les gens adorent détester. Mais en même temps, il y a un certain nombre... C'est le pays du tout est possible, en fait. Et moi, c'est ce que je voulais écrire au départ. Il y a bien sûr l'indignation, l'horreur après la mort de votre personnage, tué par un policier, comme pour George Floyd. Emmett, c'est le nom de votre personnage. Mais on sent que vous avez surtout voulu brosser son portrait, raconter son histoire, et peut-être aussi dire à quel point tout le condamnait déjà. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Comme si malgré sa réussite scolaire, malgré sa réussite sportive, puisqu'il va aller à l'université, il va être promis à un brillant avenir sportif également, il ne pouvait pas s'en sortir parce que né noir, parce que né pauvre. Non, là, je ne dirais pas ça de cette façon-là, parce que c'est justement ce que j'essayais de dire tout à l'heure, le pays du tout est possible. Il y a le rêve, le fameux rêve américain dont on nous rebat les oreilles avec tout le temps, et c'est aussi possible. Mais sauf que c'est un pays où il y a peu de place pour les faibles. C'est-à-dire que les gens qui restent sur le bord du chemin... Il y a des gens qu'on exclut aussi. Des gens qu'on exclut, mais ce n'est pas uniquement à cause de leur couleur de peau, c'est surtout parce que nous sommes dans une société ultra-libéral, ultra-capitaliste. C'est-à-dire que si il n'y a pas des organismes ou des structures qui prennent en charge ces gens-là, eh bien, ils vont rester sur le bord du chemin. Et c'est à cause, en grande partie, de l'argent. Donc, raconter dans le roman, pour moi, ce pays, c'était entrer, justement, parler du rêve américain, parler de ce jeune homme qui, grâce au football, pense échapper au déterminisme social. Et puis, malheureusement, il va avoir un accident, il va se blesser, donc il n'y arrivera pas. Mais parler aussi du jazz, du gospel, du blues, cette espèce de melting pot, parce que dans le roman, à la fin, il y a une marche menée par une femme, pasteur, une ancienne gardienne de prison, qui essaie j'ai envie de dire, renouveler les marches des années 60. C'est ça, en fait, on a l'impression qu'avec Black Lives Matter, c'est ce que vous racontez aussi, il y a ça aussi, il y a ce renouveau, en fait, de ces marches qui existaient dans les années 60, 70, justement pour les droits civiques, parce que moi, j'ai l'impression, j'ai relu Black Boy de Richard Wright il n'y a pas longtemps, qui a été publié en 1945. Oui, mais on dirait qu'il y a toujours ce racisme sourd qui demeure, une violence malgré les avancées pour les droits civiques, malgré la victoire symbolique d'un président noir, donc Barack Obama. J'ai noté ce passage justement que vous avez écrit du point de vue du personnage. Il pose cette question: as-tu déjà vécu ne serait-ce qu'un instant en étant obligé de raser les murs, pas parce que les autres te le commandent avec des mots, mais par leur regard? À chaque coup d'œil, ils te font sentir que tu n'as pas le droit d'être là. Alors pour éviter ces regards assassins, tu rases les murs, tu n'exiges rien, tu revendiques rien, tu prends l'habitude d'être transparent, d'être une ombre, de ne pas faire de vagues pour pas être remarqué car tu n'es pas à ta place. Moi, je retrouve Richard Wright qui... Non mais réellement, Black Boy, où il raconte son enfance d'enfant noir dans le sud des États-Unis, où justement, il fallait pas se faire remarquer par peur des violences, par peur d'être tué tout simplement. C'était cette violence-là quand même dans les années 30 aux États-Unis. Oui, mais je dirais trois choses très rapidement. D'abord que les États-Unis n'ont pas le monopole du racisme, en fait. Ça, on le sait. Donc on est bien placé. Mais c'est la plus grande démocratie, une des plus grandes démocraties du monde. Oui, mais on est bien placé en Europe pour le savoir. C'est-à-dire que disons, l'Europe a pratiqué l'esclavage, mais pas sur le sol européen, donc ça permet qu'aujourd'hui il n'y ait pas cette tension aussi forte aux États-Unis. Aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, la cohabitation. Les gens sont arrivés en même temps, les Noirs et les Blancs, donc ça crée une tension énorme entre ceux qui... Qui n'est toujours pas résolu, en tout cas. Qui n'est toujours pas résolu. Et surtout, le vrai problème
la vraie violence, c'est la violence sociale. C'est-à-dire que peu importe sa couleur de peau, aux États-Unis, justement, on est en but à cette violence-là. Et bien sûr, le problème de couleur existe. Bien sûr, ils ont eu un président métis. Moi, je dirais métis et pas noir, parce qu'il a quand même une partie de sa famille qui est blanche et avec laquelle il a grandi jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, qui lui a laissé un certain nombre de choses. Et c'est peut-être ce qui lui a permis de devenir président des États-Unis. Merci Louis-Philippe Lambert. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes toujours en lice pour le Goncourt. On vous souhaite évidemment bonne chance pour Milwaukee Blues, donc publié aux éditions Sabine Vespizer. Merci d'avoir été avec nous.